Bonjour à tous, donc je suis Romain Luscan, je suis praticien hospitalier à l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris et donc je suis responsable de vous faire les conférences sur l'ORL et la chirurgie maxillofaciale. Et donc on va aborder l'ensemble de ces deux matières sur deux conférences que j'ai principalement créées autour de petits DP pour changer du tour de printemps où vous avez 5 heures de cours sur ce sujet. Donc principalement des DP, mais on discutera effectivement autour de ces DP. Et puis un TP où on fera quelques QI, quelques KFP pour essayer voilà, de faire des choses différentes. J'ai mis dans mes questions quasiment que des informations de rang A, un petit peu de rang B quand je pense qu'elles sont importantes pour comprendre, pour mieux comprendre la spécialité. Donc l'idée, c'est que ces QCM, ils sont faits plutôt type ECN, mais que parfois je me suis permis quelques petites largesses pour justement aborder des points importants et mieux comprendre la spécialité. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça répondra à votre attente dans cette spécialité. Donc on commence avec un dossier de cancérologie, ce DP1. Donc vous recevez un homme de 58 ans qui a une tuméfaction de la face latérale gauche du cou qui évolue depuis plusieurs semaines, donc tuméfaction latéro-cervicale gauche chronique, chez un patient qui est alcoolotabagique et qui a une hypertension artérielle. Alors, cette première question, typiquement, elle n'est pas très ECN-like, mais elle permet de poser un petit peu les bases de l'épidémiologie de la cancérologie en ORL, et donc elle est importante. Et donc, quelles affirmations sont vraies? C'est un QRM. 1. L'intoxication tabagique est un facteur de risque de carcinome épidermoïde des voies aérodigestives supérieures. Le reflux gastro-œsophagien est un facteur de risque de carcinome épidermoïde des voies aérodigestives supérieures. L'infection par le virus HPV est un facteur de risque de carcinome épidermoïde. Les adénocarcinomes de l'ethmoïde sont plus fréquents sur le pourtour méditerranéen et les adénocarcinomes de l'ethmoïde sont favorisés par les poussières de bois. Je vais mettre un petit chrono, à chaque fois on se laissera une vingtaine de secondes pour répondre. À la maison, si c'est un tout petit peu court, je vous inviterai à faire pause. Mais voilà, on se fait une vingtaine de secondes. Donc voilà les réponses que je vous propose. Donc effectivement, on sait que le principal type histologique des cancers de la sphère ORL sont les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire de l'entrée de la bouche au larynx, donc l'entrée de la trachée, enfin sous le larynx, donc l'entrée de la trachée, et à la bouche œsophagienne, donc le début de l'œsophage. Et donc toute cette sphère ORL a les mêmes facteurs de risque, d'accord, l'intoxication alcoolo-tabagique et l'exposition au virus HPV, qui sont les trois grands facteurs de risque, et qui donnent donc des carcinomes épidermoïdes, qu'on appelle carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures. D'accord? Donc je répète, cavité buccale, oropharynx, hypopharynx, larynx, la même zone. On peut imaginer que le reflux gastro-œsophagien, en créant donc une inflammation chronique de la muqueuse de la sphère ORL, pourrait, on sait que ça donne des laryngites à répétition, pourrait être un facteur de risque de carcinome épidermoïde, mais ça n'a jamais été prouvé, donc la proposition 2 est fausse. Et puis, donc, on a ces carcinomes épidermoïdes, on va en reparler longuement, on verra que le bilan est très consensuel et très formalisé, donc un cas clinique très intéressant à vous mettre, et que il y a plein de questions à poser autour de cette pathologie. Et puis après, on a deux entités un petit peu à part qui sont citées dans le collège. C'est l'adénocarcinome de l'ethmoïde, donc sinus ethmoïdal, ce sinus qui est à la partie haute du nez, sous le sinus frontal, avec en partie latérale les deux yeux, donc le sinus ethmoïdal. Et ce sinus ethmoïdal, c'est le type histologique retrouvé dans la majeure partie des lésions, c'est les adénocarcinomes, et le principal facteur de risque, c'est l'exposition aux poussières de bois. D'accord. Et puis le troisième type histologique que vous devez connaître pour le CN, c'est le type histologique qui touche la partie postérieure du nez, ce qu'on appelle le cavum ou rhinopharynx ou nasopharynx, et c'est les carcinomes indifférenciés, donc UCNT, dont le principal facteur de risque c'est l'exposition au virus EBV, et puis des régions particulières du monde où la
prévalence de l'EBV est plus importante, donc le pourtour méditerranéen et l'Asie du Sud-Est principalement. Donc voilà, donc c'est important de connaître ces types histologiques parce que, notamment pour les carcinomes épidermoïdes, ça va permettre vraiment d'être bien à l'aise sur le bilan à réaliser. Et donc, une notion importante, très importante, c'est que les carcinomes épidermoïdes des voies érogestives supérieures sont très lymphophiles. Alors vous verrez, c'est une information de rang B, mais finalement très importante parce qu'elle va guider, elle va être essentielle pour comprendre le bilan et donc finalement avoir peut-être moins besoin de l'apprendre par cœur. Donc ils sont très lymphophiles, hein, très pourvoyeurs de métastases ganglionnaires, mais peu métastatiques, donc peu de métastases par voie sanguine. Voilà. Et puis, un point important, très important, c'est que toute la sphère des voies érogestives supérieures a les mêmes facteurs de risque et le même type histologique, donc le risque, c'est d'avoir des cancers synchrones, des lésions synchrones, et qui sont finalement pas rares, on dit parfois jusqu'à 10%. Et donc, effectivement, il faut bien comprendre que l'objectif du bilan d'extension, ça va être de regarder la lésion évidemment, mais de rechercher des lésions synchrones, et puis de rechercher des métastases principalement ganglionnaires, encore une fois, car très lymphophiles, et pas vraiment de faire un body scan, un PET scan pour aller chercher des métastases très à distance, c'est très loco-régional, très lymphophile. Et puis à côté de ça, vous avez l'UCNT, le carcinome indifférencié du cavum, qui lui est très métastatique, et donc le bilan ne sera pas du tout le même, avec un PET scanner, avec un bilan radiologique beaucoup plus extensif, et donc on voit que cet UCNT, on le met déjà un petit peu à part, et c'est globalement la seule chose que vous devez savoir sur cette lésion, puisqu'après, on n'est plus du tout dans des connaissances type ECN. Donc on retourne à notre cas clinique, on est donc devant la prise en charge d'une adénopathie cervicale chronique, d'accord, et la question que je vous pose, c'est quels sont les examens essentiels de l'examen clinique, quels éléments, pardon, de l'examen clinique sont indispensables dans le cadre du bilan d'une adénopathie cervicale chronique. Nasofibroscopie, examen endobuccal, examen cutané de la face et du cou, audiogramme, endoscopie des voies aérodigestives supérieures. Donc voilà les réponses. Cette question, elle permet d'introduire une notion essentielle de l'examen clinique en ORL, qui est la nasofibroscopie. La nasofibroscopie, je le répète et je ne le répéterai pas assez durant cette conférence, c'est un élément de l'examen clinique, d'accord? Ça fait partie de ce qu'on appelle la laryngoscopie, ce qu'on appelait avant la laryngoscopie indirecte, d'accord? La laryngoscopie indirecte, c'est-à-dire je vais voir notamment le larynx de façon indirecte, donc soit à l'examen au miroir, à l'ancienne, on faisait tirer la langue et on regardait avec un petit miroir le larynx, et puis maintenant on fait une nasofibroscopie. Le principe, c'est qu'on va utiliser donc un appareil, un nasofibroscope, avec un système de fibre optique qui va nous permettre d'aller regarder donc, toute la fosse nasale, donc toute pathologie rhinologique chronique en ORL va avoir une nasofibroscopie, le fond du nez, nasopharynx, cavum, c'est la même chose, rhinopharynx, pour aller rechercher par exemple des végétations chez l'enfant, une lésion du cavum devant une otite séromuqueuse unilatérale chez l'adulte. Ensuite, on va descendre au niveau de l'oropharynx, et puis on va aller voir le larynx, donc toute dysphonie en ERL, toute dysphagie, parce qu'il y aura la bouche œsophagienne juste derrière, la base de langue qu'on voit également, doit avoir une nasofibroscopie, toute dyspnée ORL, dyspnée inspiratoire, doit avoir une nasofibroscopie, et donc toute lésion de la sphère ORL doit avoir une nasofibroscopie, donc c'est un examen essentiel de l'examen clinique en ORL, et donc si vous ne cochez pas nasofibroscopie, vous vexez énormément les ORL, et donc d'ores et déjà vous mettez une balle dans le pied pour votre dossier ECN. Et puis ensuite, évidemment, l'examen endobuccal. Et un point important qui est souvent oublié, c'est l'examen cutané de la face et du cou. On pourrait tout à fait partir d'une adénopathie cervicale, notamment de la région parotidienne par exemple, ou de la région occipitale, pour vous faire travailler sur un carcinome épidermoïde du cuir chevelu ou un mélanome. Donc n'oubliez pas l'examen cutané. L'audiogramme n'est clairement pas systématique dans le cadre du bilan d'une adénopathie cervicale chronique, et l'endoscopie des voies aérodigestives supérieures, c'est un examen complémentaire, c'est pas de l'examen clinique de consultation, c'est un examen complémentaire dont on va discuter juste après. Donc l'adénopathie cervicale de notre patient, elle est dure à la palpation, elle est fixe, elle est indolore, elle est associée à d'autres adénopathies cervicales, et à l'examen endobuccal, vous visualisez cette lésion, donc
voilà, qu'on pourrait décrire comme une lésion clairement ulcérée, avec une partie un petit peu bourgeonnante, saignant au contact, une partie nécrotique, et la localisation, on pourrait dire qu'elle est au niveau de la crête gingivale, puisqu'ici vous avez la lèvre, et en arrière le plancher buccal et la langue, et donc ici c'est vraiment la crête gingivale, là où avant c'est situé les dents. Donc on a une lésion de la crête gingivale. Si la question suivante c'était un croc, quel est l'élément essentiel de la suite de votre prise en charge, la première chose à faire, même si évidemment ce serait difficile de la poser comme ça à l'ECN, ce serait, je l'espère pour vous tous, la biopsie. Vous êtes en consultation, vous voyez une lésion dans la bouche, vous prenez un petit bout, la biopsie, pour faire un examen histologique, donc biopsie, pour réaliser un examen histologique de la lésion et faire le propre diagnostic de cancer. Donc vous suspectez fortement un carcinome épidermoïde de la région buccale, donc de la crête gingivale. Quel bilan prescrivez-vous, réalisez-vous en première intention? Ça, c'est extrêmement important. C'est une connaissance de rang A de l'item de cancérologie. Et donc, effectivement, ce bilan, il est standardisé, il est unanimement reconnu, et donc il faut que vous le connaissiez. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, vous avez probablement vu que l'item sur la cancérologie est détaillé localisation par localisation, ce qui n'a pas vraiment de sens, entre guillemets, parce que le bilan est toujours le même, et qu'après, quelle que soit la localisation, le bilan sera toujours le même. Donc, quel bilan vous réalisez? Un scanner cervico-facial et thoracique sans et avec injection, une panendoscopie, une biopsie exérèse, une cytoponction, une endoscopie œso-gastro-duodénale. Donc, le bilan, la première chose qu'il faudrait cocher, s'il n'y en avait qu'une, c'est l'endoscopie des voies aérodigestives supérieures, donc l'endoscopie, la panendoscopie des voies aérodigestives supérieures. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit quelques minutes avant, dans les carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures, d'accord, donc que ce soit la cavité buccale, l'oropharynx, l'hypopharynx, le larynx, on sait que ce sont des lésions plutôt localement agressives, entre guillemets, donc il va falloir voir la lésion, la biopsier, voir son extension. Qu'ensuite, la deuxième chose, c'est que, on l'a dit, il y a régulièrement des lésions synchrones, donc il faut aller regarder toute la sphère ORL en même temps. Et troisièmement, on va rechercher des ganglions. Il y a un examen qui nous permet de faire ça, c'est la panendoscopie. Le principe de la panendoscopie, ça se passe sous anesthésie générale au bloc opératoire, et donc on va faire un examen complet de la sphère ORL. Examen endobuccal, biopsie d'une éventuelle lésion, examen laryngé, donc laryngoscopie, examen